Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast L'État financier. Donc je m'appelle JP et je suis en compagnie encore une fois cette semaine de mon collègue Gabriel. Salut à tous, ça va bien? Donc comme on vous l'avait mentionné la semaine passée, on enchaîne déjà avec un second podcast. Cette fois-ci, on va parler de 3 segments. Encore une fois, nos 2 segments permanents. Donc on a Au son de la cloche pour entamer, suivi de Dans vos poches. Et on va faire un spécial, comme vous l'avez dit, là, un segment temporaire, ou du moins pour ce podcast-ci, qui va être Dans l'œil d'un loup. On va rentrer un petit peu sur Warren Buffett et ses stratégies actuelles au niveau de l'investissement. Donc avoir un petit peu de plaisir à regarder un professionnel ou parler un petit peu d'un professionnel là, qui est aussi, on peut le dire, là, un certain idole pour nous. Là. C'est l'oracle, hein. c'est le meilleur. On va vous parler de tout ça là. Exact. Donc ce segment-là, comme on l'a dit, ne sera pas permanent, mais on commence en force, puis on va pouvoir, selon vos suggestions, là, faire également des portraits sur d'autres grands mondes, grands loups de la finance là, aux États-Unis. On n'oublie pas, évidemment, avant qu'on commence, vous vous souvenez que ce qu'on a dit dans le premier épisode, ce qu'on parle aujourd'hui, il s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas de recommandations officielles de placement, quel que soit le sujet. Pour plus d'informations, consultez un expert compétent dans le domaine qui vous intéresse. Exactement. Donc lançons ça en force, donc au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même assez simple. Comme vous l'avez dit, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans la dernière semaine. On avait fait un petit peu une revue là, dans le dernier podcast de ce qui s'est passé dans l'ensemble des marchés là, au courant de la fameuse crise du COVID-19. Le but, présentement, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans les 7 derniers jours. On a vu, si on peut dire, une stabilité, là, mais il y a eu 2 effets. On va parler en premier lieu un petit peu de ce qui s'est passé dans les États du sud des États-Unis. Donc, on parlait d'un déconfinement qui, dans certains États, était déjà en place depuis près d'un mois. Là. Et là, on commence à voir les effets qu'on pouvait s'attendre, c'est-à-dire une hausse des cas et, par le fait même, le fait que le virus n'étant pas disparu, les gouvernements commencent à reconfiner certains secteurs, retournent un peu en arrière sur leurs décisions et les bourses, les principaux indicateurs boursiers s'en sont ressentis. C'est un petit peu ce qui est l'incertitude, si on peut dire, des marchés qui ont vu dans le futur. Là. Si on reconfine, je crois qu'on en est pour une belle descente également. Donc, un petit peu premier temps là, au niveau de la semaine, c'est ça, on a eu... les craintes sont venues, les cas augmentent, on bat des cas hebdomadaires, des cas quotidiens, même si c'est épouvantable. Dans certains États, on parle de la Floride là, comme étant absolument... Surtout les États-Unis, puis il y a aussi nos voisins allemands, là aussi, en tout cas je parle pour moi, là, mais nos voisins allemands aussi ont eu pas mal de... Puis c'est de plus en plus aussi dans des micro-cas, hein. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que ça apparaît dans des endroits très spécifiques. Je sais que par exemple, je crois que c'était au Missouri, il y avait aussi un coiffeur qui avait contaminé, je crois, une centaine de personnes. En Allemagne, c'était le plus grand abattoir d'Europe, là j'ai appris ça, là, en tout cas, qui a été vraiment l'épicentre d'un nouveau foyer de Covid-19. C'est vrai et puis tu l'as bien mentionné, JP, là on a eu une semaine un peu, en tout cas la semaine dernière, un peu compliquée. Là. On a eu un peu peur même, honnêtement. On n'a pas cru non plus revivre ce qu'on a vécu au mois de mars-avril, là, où c'était absolument horrible, mais c'est vrai que ça a été une semaine assez compliquée là, sur les marchés. Les marchés s'attendent, comme on l'a dit encore une fois, à une relance. Les marchés se fient sur l'hypothèse qu'on était dans un contexte de pause économique. Et là, quand on commence à voir qu'on réouvre et que là, on reprend un petit peu notre vie normale et la consommation régulière... Ouais, ils étaient beaucoup plus confiants, puis c'est sûr que là, on reconfine progressivement et là, on peut faire ça à l'échelle, non pas juste des États-Unis, qui est, oui, une des plus grandes économies, sinon la plus grande économie au monde, mais plutôt au sens large, si on commence à reconfiner à gauche et à droite, dans l'Union européenne, au Canada également... on retourne un peu en arrière et ce n'est pas prévu, c'est pas une hypothèse malheureusement qui est très forte dans les marchés qui s'attendent à reprendre leur croissance et à continuer à battre leur performance selon moi au niveau des indices d'ici à la fin de l'année là. C'est un peu ce qu'on semblait voir. Donc premier temps, comme on l'a dit, on a vu une certaine crainte. La crainte est revenue, le VIX a semblé également pas, encore une fois, de manière beaucoup moins importante au mois de février et au mois de mars. Mais on a vu une certaine baisse et... Pour les auditeurs, le VIX aussi, si vous ne connaissez pas, c'est un indice qui est très utilisé, qui est basé sur un calcul assez complexe, mais qui est surnommé le Fear Index, donc l'indice de la peur. Donc souvent, en fait, quand les marchés sont au très bas, c'est un indice qui est très décorrélé, en fait, des indices boursiers américains. Quand ça plante, le VIX monte. Donc on avait atteint justement des niveaux assez records, même si je pense que c'était dans les années 80 que était le record
durant le crash de 82, là, si je me souviens bien, où ça a été vraiment le record à l'époque. Mais c'est un indice qui est extrêmement utilisé. Puis c'est vrai qu'on l'a revu remonter la semaine dernière. Là, faut dire, il y a eu aussi les résultats financiers aussi qui sont tombés pour pas mal d'entreprises. Comme vous le savez, en tout cas en Amérique du Nord et en Europe, les résultats financiers ils tombent le 31 décembre. Mais comment dire, le premier trimestre, c'est à peu près à cette période-là. Donc entre fin mars puis fin juin, il y a le premier voire deuxième trimestre, tout dépendamment du calendrier de l'entreprise qui tombe. Puis c'est jamais, en tout cas c'est jamais des très bonnes nouvelles. C'est sûr que progressivement, après on ne sait pas quel va être l'état du déconfinement. Est-ce qu'on va atteindre, je sais par exemple il y a des pays qui s'en sortent très très bien, donc par exemple la France s'en sort quand même plutôt pas mal. Le Canada s'en sort bien également à leur niveau, bien entendu avec la population puis le dispersement de la population sur le territoire, là, mais aussi ça va quand même beaucoup mieux que comme tu le mentionnais, l'Allemagne et étonnamment l'Italie aussi s'en sort plutôt bien parce qu'ils ont eu aussi un confinement extrêmement strict, un confinement à la chinoise. On va se parler. Mais pareil, effectivement en Chine c'est pareil, il y a les retours des effets, même si j'ai entendu la semaine dernière Pékin, comment dire, à reconfiner certains quartiers. Alors ça leur fait peur parce que c'est le foyer de départ, mais qui se retrouve avec des nouveaux cas. En tout cas, je pense qu'aussi ils ont une culture aussi en tout cas en Chine, vraiment du confinement strict, puis je pense du respect de l'autorité aussi, mais non, mais il y a aussi pour leur donner, c'est également eux qui ont développé, si on peut dire à la base, le plus grand niveau de connaissance face au virus. Oui, ça a commencé initialement à Wuhan, mais ils ont développé une base de connaissances qui était quand même très utile pour la suite de la pandémie. Ça a apporté beaucoup, si on peut dire, aux pays européens également, aux États-Unis, au Canada, là, pour avoir cette base d'information-là sur les cas qu'eux avaient déjà vécu. Là. Puis ce qui est assez hallucinant, c'est que justement leur niveau d'expertise quand même a fait qu'ils ont quand même vraiment une longueur d'avance aussi dans la découverte du vaccin. Ça, je pense que c'est vraiment là où les gouvernements, puis aussi tout simplement la population mondiale va devoir s'atteler, c'est comment on va gérer les campagnes de vaccination, parce que ça s'en vient là. Oxford, je sais, prévoit d'ici octobre, même si moi ça me paraît un peu ambitieux, mais bon, ça c'est mon opinion personnelle, prévoit déjà de distribuer des vaccins d'urgence pour avoir une capacité à terme de 2 milliards de vaccins, ce qui est hallucinant. Sinotech, si je me souviens bien, aussi est vraiment très avancé aussi dans les phases de test, donc quand même les Chinois sont extrêmement sérieux là sur ce vaccin-là. Je crois que c'est un peu ça aussi. C'est un peu la logique du vaccin qui viendrait enfin mettre si on peut dire la fondation, la stabilisation des marchés va venir avec le vaccin. D'ici là, je crois qu'on peut vivre un peu des hauts et des bas. Et on parlait du fameux VIX, le Fear Index, peut évoluer avec des montées en crainte ou des baisses de la crainte des investisseurs, tant qu'on n'aura pas un vaccin et que le début des campagnes de vaccination ne va pas s'entamer, où là, techniquement, on va parler, même si c'est pas tout le monde qui va vouloir se faire vacciner, mais ça c'est un autre sujet, même si l'immunité collective ça va être quand même exister. Ça risque d'être un gros problème aussi, par exemple, aux États-Unis, où il y a énormément aussi la vaccination est encore un sujet très tabou, qui est très sensible. Alors c'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes aussi à même un certain gouvernement qui disent comment on va réussir les campagnes de vaccination. Ça reste à suivre, mais je pense qu'on a quand même c'est vraiment, je pense, les marchés attendent véritablement une campagne de vaccination solide qui pourrait vraiment aider à faire repartir l'économie, parce que moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient, surtout les personnes âgées et fragiles, qui seraient d'avis évidemment à se faire vacciner. Là, c'est sûr que faut que les conditions sanitaires soient remplies, etc. Mais je pense que c'est vraiment ça qui va permettre en passant, c'est sûr que tout ce qui est secteur des biotechnologies puis du pharmaceutique, ça monte en flèche là. Absolument. Ça a été malheureusement, leur capitalisation boursière dans les indices, dans les principaux indices, n'est pas assez grande pour avoir amené une certaine stabilité, pour avoir contrecarré, si on peut dire, les baisses des autres. Ce qu'on peut dire également sur la dernière semaine, au-delà de justement cette baisse-là au niveau des principaux indices qui a été marquée par l'espèce de est-ce qu'une deuxième vague s'en vient, il y a des cas qui commencent à augmenter, on bat des records. Ça a été un peu contrecarré. Il y a quand même eu également des nouvelles qui ont été favorables. On parlait un peu de l'immobilier. Là. Je sais qu'aux États-Unis, il y a une statistique qui est sortie
avec un taux là, de promesses d'achat, là, même au Canada, je crois que c'est un petit peu la même chose. L'immobilier n'est pas affecté, et si on peut dire, pour les marchés, l'immobilier est quand même assez pertinent. Si la stabilité là-dessus se maintient, c'est une base de consommation qui va se maintenir majeure et qui va entraîner, encore une fois, ce qu'on veut, des nouvelles constructions, qui est tout un indicateur assez majeur au niveau de l'économie. Aux États-Unis, c'est très utilisé, effectivement. Donc, c'est des éléments clés pour venir stabiliser, si on peut dire, les investisseurs, que d'avoir des beaux indicateurs, et plusieurs d'entre eux sont corrélés d'une certaine manière ou d'une autre avec l'immobilier. On peut même, à un certain point, dire que tout ce qui est lié au domaine de l'emploi, si on a davantage de transactions immobilières, davantage de constructions neuves, techniquement, l'emploi également va pouvoir être augmenté dans toute cette industrie-là qui emploie des milliers, des millions même de personnes à travers le monde. Puis on a eu aussi quand même des bonnes nouvelles, aussi même aux États-Unis, puis je sais que le ministère canadien là, qui est responsable aussi au niveau des chiffres du chômage, là, enfin, Statistique Canada en l'occurrence, je l'avais perdu, avait donné quand même d'excellentes nouvelles là aussi sur quand même sur les perspectives de retour à l'emploi sont quand même plutôt bonnes. Là, je sais que le taux de chômage a quand même baissé. Puis les économistes étaient quand même très, ouverts à une réouverture progressive. Je pense que le fait qu'il y ait la maîtrise aussi des gestes barrières qui soient quand même plutôt bien, pas forcément bien respectés, mais dans le sens où les gens ont conscience qu'il faut faire attention, il ne faut pas niaiser avec ça, là. Est quand même une bonne chose. Pour ce qui est de l'immobilier, c'est sûr, ça vient avec un certain risque. Hein. Moi, je sais que les promesses d'achat, dans mon bureau, en tout cas, j'en vois beaucoup, là, mais donc ça s'arrête pas, mais les prix, restent stables, en tout cas dans les grandes agglomérations. Par contre, de façon générale, puis c'est une statistique qui nous est tombée aussi, encore une fois, du gouvernement canadien, exactement de la Société canadienne d'hypothèque de logement, puis qui avait été confirmée, par exemple, pour des chiffres américains puis français, que les prix de l'immobilier pouvaient descendre cette année, en tout cas dans les prochaines années, avec le nombre de faillites personnelles qui pourrait augmenter de 5 à 17%. Donc c'est assez monstrueux. Ça peut avoir des conséquences aussi assez importantes, surtout pour des gens avec une situation financière précaire. Donc moi je pense en tout cas que l'immobilier, c'est pas une valeur parfaite, là. Ça peut baisser, surtout si les loyers aussi, si vous avez du locatif, si les loyers rentrent pas, ça peut être plus compliqué. Exact. Donc un peu plus court cette semaine au niveau au son de la cloche. Donc, comme on l'a dit, les marchés boursiers dans la semaine, comme on l'avait mentionné. Les biotech, on oubliait ça, mais tout ce qui est biotechnologie, quand même, je voulais préciser ce point-là. Là. Biotechnologie, puis aussi tout ce qui était technologie, Tesla, par exemple, Amazon, se porte très très bien. Là, on a quand même commerce en ligne, effectivement. C'est des titres souvent qui intéressent les investisseurs. Une grande capitalisation également au niveau des indices, donc souvent avec les capitalisations de Tesla et d'Amazon, ça peut faire fluctuer assez rapidement les. Quand tu vois qu'Amazon veut se lancer aussi dans les services financiers, dans la conquête, pareil, de l'espace. Amazon peut tout faire, littéralement. Puis leur stratégie, c'est sûr qu'on pourra même dédier, je pense même un épisode spécial, en fait, vraiment sur la stratégie d'Amazon. Mais c'est passionnant. Tu vois que Jeff Bezos, il a augmenté sa valeur nette de 45% pendant la crise du Covid, parce que tout le monde se fait livrer, puis surtout aux États-Unis, là, c'est assez hallucinant. Il y a des gens avec Prime qui commandent leur papier toilette avec Amazon. Ouais. On était en rupture. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, on était en rupture de stock avec le papier toilette. Puis tu vois qu'Amazon était capable, en quelques jours, de fournir tout le monde dans une denrée qui était presque rare dans les supermarchés aux États-Unis. Alors, c'est hallucinant. Puis moi, je suis sûr qu'on va pouvoir faire un épisode spécial avec grand plaisir sur Amazon. Exact. Donc premier segment, comme on l'a dit, marché boursier, très rapide, très, très bref, mais encore une fois, je crois que ça va être un petit peu ça pour chacun des hauts sons de la cloche pour les prochains épisodes. Je crois qu'on va être dans un contexte d'instabilité. Je crois pas qu'on va avoir de grands changements majeurs au niveau des bourses. Ça a été le cas cette semaine. Donc, on a eu une petite baisse, une petite hausse. Il y a eu des indicateurs qui sont sortis. Des bonnes nouvelles également au niveau comme Gab l'a dit, dans les technologies, là, mais très incertain, encore une fois, qu'est-ce qui s'en vient, on ne le sait pas. On attend toujours la fameuse crise qui est annoncée officiellement après un recul. Si ça a lieu, ça se pourrait très bien que le PIB n'arrive pas, mais je crois pertinemment qu'il va y avoir une crise économique qui s'en vient. Donc, entamons maintenant notre deuxième segment d'aujourd'hui, encore une fois, segment permanent qu'on appelle « Dans vos poches ».
Parfait, donc cette semaine, j'invite Gab à introduire le sujet. Donc la semaine passée, c'était moi qui l'avais proposé. Cette semaine, c'est Gab qui y va. Donc je te laisse prendre la parole un peu sur le sujet. Les 3 pires erreurs dans vos finances personnelles. C'est un peu putaclic comme titre. Mais moi, c'était 3 éléments que JP, on va pouvoir en détailler à chaque fois dans cette section-là. C'est pour moi 3 erreurs qu'il faut que vous maîtrisiez pour pas que vous tombiez dans le panneau, parce que ça peut être très grave financièrement. Bon, la première, c'est le placement garanti. Placement garanti, j'entends les comptes d'épargne qui sont avec un taux de rendement garanti. C'est pas forcément une arnaque, là. C'est entre nous, il y a des produits qui peuvent être intéressants. On en a parlé la semaine dernière. De bien valider votre tolérance au risque, vos objectifs de placement. C'est important des fois d'avoir de la sécurité. Par contre, il ne faut pas que l'ensemble de votre portefeuille soit dans du garanti. C'est un terme très puissant, la garantie, de dire tu vas récupérer exactement ton argent dès le départ. C'est un beau terme. Par contre, il faut être conscient que ça ne vous donnera pas votre fortune. Vous ne pouvez pas être millionnaire avec des placements garantis. C'est impossible. Vous ne pourrez pas faire croître votre rendement. Tu pourras peut-être nous en parler, JP, avec les chiffres de l'inflation. Exactement, c'est ce que j'allais rajouter directement. Là, on parle de l'inflation présentement. Bon, c'est une donnée qui, en temps de crise, n'est pas tout à fait stable et on peut pas vraiment l'appuyer directement là-dessus. Je crois qu'on peut parler de l'inflation idéale visée par les banques centrales qui est à peu près un 2% d'inflation. 2,5, c'est ça, à peu près. Si on dit que techniquement, l'inflation qui est l'augmentation du coût moyen ou du prix moyen des biens de consommation est de 2% et que pendant ce temps-là, quelqu'un fait une sélection, on met l'ensemble de ses actifs dans des placements garantis qui rapportent annuellement ça peut être quoi, de 1,2, 1,5% là, dans des périodes relativement stables. Si on se fie sur un contexte où les marchés sont relativement tranquilles, c'est rare qu'on va voir quelqu'un qui, sur une base annuelle, va être en mesure de battre l'inflation avec un placement garanti, sauf bien entendu si le placement garanti est garanti sur 10 ans, que c'est de l'argent qui est non rachetable, non disponible pendant une période très 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 long terme, mais très très long terme, 10 ans, c'est tout de même assez conséquent. Et oui, on peut voir des taux qui pourraient dépasser l'inflation à ce moment-là, mais encore une fois, mettre tous ces actifs dans ce genre de solution-là, c'est clairement pas la chose à faire. Techniquement, pour conclure cette partie-là, cet ajout-là sur l'inflation, techniquement, en plaçant l'argent là-dedans, on en perd par rapport à notre capacité d'achat, on est impacté négativement. Ton rendement net d'inflation, il est négatif, donc c'est... Surtout quand les taux sont très bas, c'est un non-sens économique de tout mettre son argent dans des placements garantis. On entend même parler aussi, puis ça encore une fois, c'est pour ça que je dis que le terme garantie est très beau, mais en même temps, il faut toujours regarder ce que ça veut dire. Il y a même ce qu'on appelle même des fonds de placement garantis, maintenant on entend parler de ça. Les fonds de placement garantis sont comme des fonds de placement, sauf qu'il y a une garantie supplémentaire. Donc par exemple, quand par exemple vous conservez votre contrat, je sais pas, pendant 15 ans, vous allez au moins récupérer votre mise de départ. Mais connaissez-vous quelqu'un qui a mis de l'argent à la bourse pendant 15 ans puis qui a perdu de l'argent? Ça n'arrive pas. Donc vous payez pour un service inutile en fait. Donc c'est vraiment important de prendre conscience. Si quelqu'un vous propose du garanti, pour un montant majeur de capital, encore une fois, c'est pas négatif. Mais quelqu'un me dit, on met 80-90% de nos actifs dans des placements garantis qui ont des termes relativement similaires, des taux identiques. Peut-être pas la bonne décision, effectivement. C'est une erreur. C'est une erreur. Puis on voit, comment dire, de plus en plus. J'avais lu une statistique justement en France que les livrets A n'ont jamais été autant remplis. C'était un montant hallucinant. C'était des dizaines et des dizaines de milliards d'euros qui étaient mis dans des comptes qui rapportent 0,75 par année. Donc ça rapporte moins que l'inflation. Faut être conscient aussi que c'est pour une bonne raison que le taux est faible. C'est comme il n'y a aucun risque, on va pas le rémunérer. Les taux sont négatifs, donc on va pas rémunérer beaucoup tes dépôts. Alors c'est sûr, en tout cas dans la zone euro, c'est négatif. Donc c'est un non-sens économique de tout mettre ses actifs dans du placement garanti, surtout si on a un beau patrimoine. Ce qu'on avait dit la dernière fois, d'avoir quand même 3 mois de salaire à côté, c'est bien, mais plus vous gâchez du rendement, du potentiel de rendement. En tout cas, deuxième, erreur financière, si tu me permets, JP, le 0%.
Moi, c'est par 0%, j'entends les financements qu'on vous vend dans plein, comment dire, de magasins ou quand vous achetez votre voiture, une voiture neuve. Vous allez toujours avoir quelqu'un qui va vous proposer, puis ça devient de plus en plus courant, ça se démocratise beaucoup en Europe, de vous dire, écoutez monsieur, moi je vous propose un prêt à 0%. Ça n'existe pas, un financement à 0%. C'est un peu une tentative promotionnelle. C'est l'impact, si on peut dire, de la pub, du fait de... Encore une fois, ça vient directement en lien avec le but du podcast d'améliorer la connaissance en matière financière. C'est sûr que si je connais rien à la finance, c'est alléchant. Si tu me dis que pendant 3 ans, je peux payer 0% sur mon prêt ou sur ma voiture, je peux avoir ma voiture, je paye pas un sou d'intérêt. On parle d'un beau miracle. Mais comme Gab va probablement le mentionner, on sait que techniquement, ce genre d'intérêt-là va être accumulé et au final... Posez-vous la question. Si vous devriez prêter de l'argent à quelqu'un, voudriez-vous que ce soit à 0% d'intérêt? Connaissez-vous une banque qui vous prête, je veux dire, traditionnelle, qui vous paye à 0% d'intérêt? Ou même toute personne. Je crois qu'à part pour des membres de la famille qui ont vraiment des besoins, je crois qu'à la base, pour une transaction... Ce qui se passe, c'est que dans un 0% traditionnel, puis ça, je parlais vraiment pour les voitures, parce qu'on entend beaucoup parler maintenant même de location longue durée. On en fera même un épisode spécial sur les voitures. Là. Pour moi, faire très attention. Le vendeur, lui, il faut comprendre que si tu as le choix de vendre un véhicule à 25 000 ou de vendre un paiement par mois pour ton véhicule, c'est plus facile, les chiffres sont plus petits, donc le client, il se dit, pas de problème, je sais pas, 100 balles par mois, c'est pas cher. Par contre, il faut regarder c'est quoi la durée du prêt, c'est sur 84 mois par exemple. Puis il faut que tu te poses la question, où se trouve l'intérêt? Si tu prêtes à 0%, comment il fait de l'argent? La réponse, si jamais surtout vous payez pas, ok, il va reprendre le véhicule si tel est le cas, mais l'intérêt, il est caché dans le capital. C'est ça la vérité. C'est qu'en fait, l'intérêt, il n'est pas affiché sur votre contrat de crédit. Il est caché dans le prix de véhicule. Puis ce stratagème-là est conçu pour que vous évitiez de négocier devant le vendeur d'auto. Parce que lui, il n'aime pas ça. Il est commissionné sur le montant. Ça paraît être une offre un peu comme si c'était une concession de la part du vendeur d'automobile à ce moment-là pour vous remercier ou pour vous dire, vous avez bien fait votre choix, vous avez négocié au point que je vous donne 3 ans à 0%. 0%. Ça paraît comme étant un bonus pour vous, ça vient un petit peu calmer justement, comme Gab a dit, votre volonté de négocier, ça vient vous dire, j'ai fait un bon deal, j'ai fait une bonne affaire en achetant mon véhicule. Erreur. Faut toujours payer son véhicule comptant ou avec un financement. On vous expliquera ça peut-être dans un épisode spécial, là. Faire très attention. Ne croyez pas au mythe du 0%, puis je me tue à le dire quasiment... Ça, tout le temps en fait, je me tue à le dire, ça ne fonctionne pas. Ou d'en être conscient. D'en être conscient que ce n'est pas réellement ça, parce que ce n'est pas mauvais d'en prendre nécessairement, mais soyez conscient quand même qu'il y a un effet et que ça peut être aussi... Conscient, c'est que vous payez trop cher. C'est un peu enchanteur, ouais. Troisième erreur financière, si tu permets mon cher JP, pour moi, c'est tout ce qui est gagner de l'argent facilement. Je parle tout ce qui est système de Ponzi, formation, trading. J'ai entendu, puis vous avez dû peut-être en entendre parler un peu sur Instagram ou sur Facebook ces dernières semaines. Il y a plusieurs personnes là, qui partagent un espèce de système pyramidal. Là, un système pyramidal, on va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est très facile à comprendre. C'est que vous payez avec votre argent la personne qui est au-dessus. Vous vendez, en fait, vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez le droit de vendre un produit, en fait. Au passant, c'est complètement illégal, par exemple en France, de faire ça. On peut pas prétendre, genre, tu vas devenir milliardaire avec en vendant des packages souvent c'était pour les voyages à l'époque là. Maintenant c'est plus pour des trucs de trading, des formations, des trucs. C'est même aussi par exemple des fois des abonnements de téléphone. Genre, soyez logique. Quel client irait acheter un vendeur mobile des abonnements de trading alors que la personne ne vend rien finalement? Ce qu'elle vous vend, ça veut juste rejoindre son réseau. Un droit de participation pour que par la suite vous vouliez rembourser le frais que vous payez à la personne au-dessus de vous en ayant à votre tour du monde sous vous. Et... Puis il n'y a pas d'échange de services ni de biens. Il n'y a aucun échange de services et de biens. Puis
Ces gars-là essayent toujours de vous faire miroiter, ils se prennent toujours en photo avec des grosses voitures, avec des slogans genre rejoins-moi. Ils essayent d'être proches de vous pour vous montrer genre qu'on peut faire de l'argent facilement. Dans la vie, c'est impossible de faire de l'argent facilement. Si c'était le cas, pourquoi le gars irait vous partager son secret pour être milliardaire avec vous? Si l'algo de trading était parfait, il vous le partagerait pas, il le garderait pour lui. La réponse est qu'en fait tout ça c'est du flan, c'est une escroquerie. Ne tombez pas dans le panneau. Puis posez-vous les bonnes questions. C'est ridicule de payer pour travailler pour quelqu'un. Soyez conscient que la personne s'en fout que vous allez faire des ventes. Ce qu'elle veut, c'est vraiment vous vendre le package de formation. Je veux pas faire de pub pour cette personne-là, mais je pense que vous avez entendu parler un peu sur Facebook. C'est pas parce que je vous recommande d'ailleurs la vidéo là de Stéphane Edouard qui est très très intéressante, qui décrypte un petit peu là ce fameux stratagème. Vous pouvez regarder sa chaîne YouTube. Puis c'est très très drôle. Donc je vous recommande d'aller regarder ça. Ouais, parce que c'est un schéma qui est particulier et c'est justement par le contexte, c'est quelque chose qui est en termes marketing tellement simple parce que tout le monde commence à le publiciser. Une fois qu'on est rendu là-dedans, les réseaux sont justement multipliés à chaque étage et c'est ce qui rend la chose si présente et ça atteint un public cible qui est tellement majeur et c'est pour ça que c'est important que les autorités réglementaires puissent faire leur travail là-dessus et ils le font très bien, d'assurer que ça se limite parce que sinon ça peut justement, comme Gab le disait, envahir les médias sociaux. C'est très rapide. Si on est rendu avec 3 étages de personnes, on tombe déjà avec un réseau qui peut être des centaines et des centaines et des centaines de personnes et ces personnes-là ont tout à gagner à publier à chaque 2 heures quelque chose à propos de ça. Donc c'est là où ça devient un petit peu néfaste. Puis il faut pas que ça finisse comme vous avez dû probablement entendre du plus grand. On fera un épisode spécial là, c'est sûr, avec ça. Là, mais la fameuse arnaque Madoff, c'est un système de Ponzi. Dites-vous que si ce gars qui a fonctionné longtemps, vraiment longtemps, c'est clair qu'on va en faire un épisode spécial. Là, ça me donne des idées là, mais c'est comment dire. La personne n'a aucun intérêt financier pour vous. Ce qu'elle veut, c'est juste vendre des packages de formation. En tout cas, on va pas s'éterniser sur ce sujet-là. Donc c'est un peu ça. C'était le sujet de Gab cette semaine pour Dans vos poches. Encore une fois, très peu d'opinions, là, uniquement des réflexions et des avis là, sur ce qui est un petit peu reconnu là, à l'échelle internationale là, comme étant des grandes erreurs là, de la finance personnelle. Et on va conclure aujourd'hui, comme on l'a dit, avec notre 3e sujet qu'on appelle Dans l'œil du loup. Excellent. Donc, comme on l'a dit, un idole personnel à moi, mais également, je crois, à Gab, là, Monsieur Warren Buffett, qui... L'oracle d'Omaha. Exact. Malgré son âge, selon moi, reste un des investisseurs de marché les plus au fait, les plus d'actualité et également qui peut avoir un impact légitime, parce que plusieurs personnes peuvent avoir des impacts sur les cours boursiers, mais lui peut avoir un impact légitime parce que ses avis sont toujours appuyés de faits pertinents. Et également, pourquoi est-ce qu'on voulait parler un petit peu de Buffett aujourd'hui, c'est par le fait qu'il a une position un petit peu particulière, si on peut dire, en cette année 2020, en cette année de pandémie, qui va un peu à l'encontre de ce que plusieurs ont fait. A été ouvertement, si je peux l'introduire directement, mais sa position a quand même été un peu particulière d'être... c'est très bien montré le fait qu'il disposait de beaucoup de liquidités. Donc, malgré le fait, comme on l'a mentionné la semaine passée, le fameux 23 mars, on était au creux des marchés, ça avait perdu 25%. Une opportunité de marché était là, mais M. Buffett avait encore de la liquidité, même plus que jamais. Je vais laisser Gab en parler un peu là, avec le fait qu'il a non seulement publié ou publicisé le fait on a beaucoup au sein de la compagnie de liquidité, mais également on a vendu nos parts dans une industrie à perte, on rappellera, qui est celle de l'aviation. Donc je vais laisser Gab en parler un petit peu là. Ben moi, il y a 2 anecdotes pour vous dire à quel point on apprécie Warren Buffett. C'est que non seulement c'est peut-être le plus grand investisseur de tous les temps, puis tout ce qu'il dit c'est de l'or, hein, vraiment là. Si Warren Buffett le dit, c'est con, hein. On a parlé de Madoff il y a quelques instants, mais Warren Buffett c'est vraiment la référence. C'est la personne, puis c'est une personne fondamentalement, je trouve qu'elle est vraiment bonne là. Moi, il y a deux trucs que je voudrais, avant de parler de ce qu'on vient de dire là sur l'aérospatial, là, en l'occurrence, ou l'aérien, tout ce qui est les compagnies aériennes. Faut se dire que Warren Buffett, là, déjà, c'est quelqu'un qui mange
3 fois du McDonald's par jour. Là. Dites-vous que la personne est vraiment atypique en fait. Vraiment, c'est un personnage haut en couleur. Puis quand il parle, c'est quand même quelque chose de spécial. Donc, puis à Wall Street, c'est vraiment la star. Là. Il est vraiment écouté pour tout ce qu'il dit. Pour vous donner donc ce qu'il a dit effectivement sur les compagnies aériennes, c'est qu'au 23 mars, il a dit moi je revends mes holdings, donc mes avoirs à travers sa société qui s'appelle Berkshire Hathaway, c'est comme ça. Compagnie textile. C'est ça. À l'origine, c'est une compagnie textile, mais qu'il a transformé en une espèce de conglomérat en fait. Un holding incroyable. Qui détient, ça peut aller par exemple des compagnies d'assurance comme Geico, qui est une compagnie très connue aux États-Unis. Ça peut aller aussi, c'est ça, jusqu'à la détention par exemple de, je crois qu'il possède un quart de Bank of America, donc dans les services financiers. Donc c'est hallucinant. Très diversifié. Ouais. Très diversifié. Puis il a dit, moi je revends toutes mes parts dans Southwest. Southwest, c'est une compagnie aérienne, c'est la 4e compagnie aérienne aux États-Unis. Là, donc comme leur nom l'indique, là, c'est plus dans le sud-ouest des États-Unis qui sont basés. Il détenait également, je crois, du American Airlines, oui. United Airlines et compagnie. Les stocks, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, achetés début 2020, là, on rappellera. Là. C'est ça, et puis c'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'il a vendu à perte. Donc quand Warren Buffett vend à perte, faut se dire, c'est-à-dire que c'est vraiment la merde. Là. Que l'industrie, effectivement, des compagnies aériennes est dans le trouble, parce qu'on sait que, également, Gab a les problèmes mentionnés, là, mais c'est souvent du buy and hold. Là. Il fait souvent des acquisitions dans le but de maintenir les titres à long terme. C'est quelqu'un qui ne fait... Il doit en faire, c'est certain, mais à la base, souvent, il veut faire une différence au niveau de l'industrie, il veut faire une différence au niveau de la compagnie, et il va maintenir ses parts à quand même long terme. On doit savoir qu'il a acheté plusieurs parts, et on sait que c'est des blocs d'actions assez majeurs dans les compagnies aériennes début 2020, pour les revendre quand c'est au plus bas. Non seulement c'est de dire le domaine aérien va être dans un contexte assez néfaste pour plusieurs années, mais c'est également, comme je l'ai introduit au début, le fait qu'il avait déjà beaucoup de liquidité. Même s'il vend à perte, beaucoup de liquidité, encore plus de liquidité pour M. Buffett et sa compagnie. Ouais, puis c'est ça. Alors donc on se dit, la question, il y a 2 questions qu'on va se poser, c'est à quel point l'industrie aérospatiale va mal. Puis à quel point Warren, sur quoi va-t-il investir? On sait qu'il a tendance effectivement à investir sur du buy and hold, ce que tu as dit, donc du acheter et conserver en français, mais c'est ça qui est assez hallucinant dans la vision Warren Buffett, c'est qu'il est capable d'avoir des paris assez incroyables. Il a tendance à aimer les compagnies qui ont une vision pas forcément des titres de nouvelles technologies, pas tant en fait, hein. Il est plus sur des compagnies assez établies, mais qui croit fondamentalement. Moi, je pense il aime beaucoup, par exemple, en tant qu'amateur de McDonald's, hein, il aime beaucoup, Kraft Heinz, McDonald's aussi, qui est un de ses titres préférés. Il conserve des titres Procter & Gamble, donc les fameux shampoings, Gillette, etc. Là, c'est à eux. C'est des compagnies qu'il aime. Là, il aime conserver des gros noms, vraiment des compagnies quand même importantes, mais qui sont leurs leaders dans leur marché, puis qu'ils ont ils ont des clés de diversification. Donc il est très... c'est ça qui est très intéressant avec Warren Buffett, c'est quand il prend une décision, c'est que c'est toujours c'est souvent... Tout ce qui touche crée de l'or. Donc il en a fait certainement, mais il n'a pas fait d'erreur majeure dans sa carrière. Et là, c'est un peu ce qu'on se questionnait, c'est un peu le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est de dire, qu'attend-il réellement avec autant de liquidité? Est-ce que Warren Buffett, pour la première fois de sa carrière, n'a pas vu passer un événement de marché, une opportunité d'aller chercher un 20%, 25% de rendement si on se fie aux indicateurs boursiers? Est-ce qu'il a manqué cette opportunité-là, ou bien est-ce que c'est le marché qui n'a encore rien vu et que M. Buffett a encore une fois tout vu venir, tout planifié, et qu'il est prêt à investir de manière massive suite à quoi? Un événement de marché majeur, ou suite au développement et au renforcement d'une industrie qui est peut-être sous-évaluée présentement? C'est sûr que, selon moi, il y a quelque chose derrière sa mentalité, il y a quelque chose derrière les milliards de dollars de liquidité qu'il a maintenu. C'est sûr selon moi, il y a quelque chose. Encore une fois, c'est peut-être pas une baisse de marché majeure qu'il voit venir dans le futur. Ça peut être, comme je l'ai mentionné, le fait que il croit que les techs vont absolument exploser et investir dans une industrie qui est présentement sous-évaluée. Non, mais c'est ça qui est assez qui est assez drôle, c'est ça, avec Warren Buffett, c'est
comme tu as dit, tout ce qui touche, c'est de l'or, mais moi, j'ai hâte de savoir sur quoi, ça va être ses prochains paris. C'est ça, il aime bien aussi tout ce qui est services financiers, on en a parlé rapidement, là. Alors les compagnies aériennes, quand même, il avait une belle vision à long terme avec, en se disant, regardez, c'est un business qui est assez perpétuel. Je veux dire, même si le secteur aérien, principalement, on en reparlera dans d'autres épisodes, c'est un secteur qui est extrêmement cyclique quand même, parce que les prix du pétrole fluctuent. Les compagnies, malgré qu'ils ont quand même des outils assez efficaces maintenant pour gérer des risques, on fera des épisodes aussi en passant sur la gestion des risques, et c'est un domaine extrêmement intéressant. Ils ont quand même un effet cyclique. Il y a des fois, il y a par exemple aussi par cyclisme, j'entends aussi que par exemple l'été, il y a plus de tickets qui se vendent que par exemple, je sais pas, au mois de novembre où personne n'a vraiment envie de voyager à part des voyageurs d'affaires, là. Donc c'est quand même un business très cyclique où il faut être conscient que il y a des moments où c'est plus difficile, surtout quand les prix du kérosène changent, etc., que la demande est plus faible. Mais là, l'économie est à l'arrêt. Le secteur de l'aviation n'a fait 0 vente depuis 3 mois. Il y a certaines compagnies qui commencent à rouvrir des vols, mais sous des conditions, je veux dire, qui sont abominables. Qui est moindre également. La rentabilité par siège est importante dans le domaine de l'aviation si on peut pas remplir un habitacle à sa pleine capacité. Quand on voit des aéroports fermés, tu te rends compte, je veux dire, c'est hallucinant. Puis il y a la plupart des compagnies, par exemple, il y a certaines compagnies quand même publiques qui ont conservé un service dit de service public, pour conserver quand même un trafic voyageur pour que les personnes au sein des pays transportent, mais je sais que la plupart des vols transfrontaliers ont été complètement annulés. Puis les prochains vols, c'est ça qui est un peu inquiétant, c'est que les gens vont utiliser des crédits voyage ou des sous des assureurs, si vous avez des assurances par exemple sur vos cartes ou etc. Mais il y a plein de gens qui ont, au final, la compagnie aérienne ne fait pas d'argent. Donc c'est un peu problématique. Puis là, la meilleure saison s'en vient, c'est-à-dire la saison de l'été. Alors ça va être compliqué, d'autant plus que ça c'est une anecdote que j'allais partager aussi. Là, l'industrie du tourisme est très content pour le tourisme local. c'est assez drôle, mais on va vivre une saison d'été où les gens vont rester dans leur propre pays, vont pas partir à l'étranger. Alors qui sait, ça se trouve Warren Buffett va réinvestir dans des secteurs. On sait qu'aussi il est intéressé quand même au tourisme, notamment l'aviation. Ça reste à voir, et ça on a hâte en tout cas de pouvoir vous en partager un peu plus. Effectivement, donc probablement qu'on va dans un autre segment qu'on va ramener dans l'œil du loup, qu'on va parler encore une fois d'Warren Buffett pour voir un peu s'il y a eu des effets sur sa prise de position actuelle, mais on trouvait ça pertinent. On est de grands fans de M. Buffett, puis présentement, comme je dis, il y a une position qui est un petit peu à l'encontre de ce que les marchés ont fait dans les derniers mois, donc très intéressant de voir un peu est-ce que M. Buffett a manqué une première opportunité majeure, ou bien si, encore une fois, et c'est ce que je crois personnellement, qu'il voit venir quelque chose, une opportunité pour pouvoir aller mettre toutes ses liquidités. Donc déjà, écoutez, deuxième épisode du podcast L'État financier qui se termine. Donc merci beaucoup Gabriel, encore une fois, pour ta participation cette semaine. Merci, j'espère que ça vous a plu à tous. N'hésitez pas évidemment à commenter dans YouTube ou à partager l'émission si ça vous a plu. Oubliez pas de commenter, c'est ça, ou de liker aussi la vidéo YouTube. Ça nous permet aussi d'être exposé puis de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Exactement. Puis on veut vos rétroactions, on veut le plus possible de pouvoir vous inclure dans la discussion. Alors, comme on l'a dit, le but du podcast est simple, c'est qu'on veut avoir vous partager nos discussions qui sont fréquentes sur la finance. Et c'est peut-être que déjà on pourra vous en parler pour la semaine prochaine. On a quelques petites surprises, mais peut-être déjà un collaborateur temporaire pour se joindre à nous. On vous laisse ça sur la glace, là, mais vous allez voir, ça va être assez intéressant déjà. Donc dans une semaine, comme d'habitude, on se reparle. Donc encore une fois, merci Gab. Merci JP. Salut à tous.